Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. Au menu de cet épisode, la Gambie se prépare à voter, mais l'enjeu n'est pas tant politique. Le pays n'a connu aucune croissance l'année dernière et sa principale source de revenus, le tourisme, est toujours en baisse. Nous faisons le point sur les réalités économiques qui attendent le nouveau gouvernement. Les règles du Forex continuent de se durcir en Afrique centrale. À partir de janvier, les compagnies pétrolières devront rapatrier tous leurs revenus d'exportation dans la zone CEMAC, selon un ordre de la Banque des États d'Afrique centrale. Enfin, que doivent faire les pays africains pour réduire le coût de la construction d'infrastructures durables? Nous partons à la découverte d'une entreprise marocaine qui a choisi d'investir dans le développement local pour aider le pays à atteindre un développement neutre en carbone. Les Gambiens votent samedi avec des inquiétudes évidentes sur l'économie. Le pays d'Afrique de l'Ouest dépend traditionnellement du tourisme. La pandémie de Covid-19 coûte au secteur des centaines de millions de dollars. Selon le FMI, la Gambie s'expose à un risque élevé de surendettement. Michael Edouard et Ruth Lago nous expliquent comment le manque de diversification pourrait avoir de graves conséquences pour les candidats lors du vote de samedi. Les Gambiens voteront pour l'élection présidentielle samedi, mais avec les chiffres de l'économie du pays en tête. L'économie d'1 milliard de dollars du pays d'Afrique de l'Ouest a plongé en 2020 après avoir enregistré une croissance impressionnante en 2018 et 2019. Le tourisme, l'un des moteurs économiques de la Gambie, a été frappé par la pandémie au moment où le secteur peinait à se remettre de la crise de Thomas Cook. Le tour opérateur qui s'est effondré était chargé de faire venir environ 40% des visiteurs annuels de la Gambie. Mais l'impact de la Covid-19 a été beaucoup plus lourd. Les autorités estiment que l'industrie a perdu 292 millions de dollars à la fin de 2020. Si l'économie devait connaître une modeste reprise en 2021, l'apparition de nouvelles variantes du coronavirus et le fait que le pays ne vaccine pas assez vite plombent cet optimisme. Le Fonds monétaire international a averti que le risque de surendettement de la Gambie était élevé, bien que le ratio dette-PIB soit passé de 80,1% en 2019 à 76,4% en 2020. Le gouvernement du président Adama Barrow, qui cherche à se faire réélire, dit avoir utilisé l'aide des prêteurs multilatéraux pour stimuler les dépenses de santé et consolider les réserves du pays. Mon invité est M. Nyangenji, un économiste qui nous rejoint depuis Banjul, la capitale gambienne. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Quel effet la contraction de l'agriculture et du tourisme peut avoir sur l'économie gambienne? Eh bien, l'économie gambienne est fortement exposée aux chocs externes pour la simple raison que deux de nos principaux moteurs sont le tourisme et l'agriculture. L'agriculture dépend fortement de deux éléments, les précipitations et aussi les prix des matières premières au niveau international. Le tourisme dépend fortement des Européens de l'Ouest qui viennent ici pendant les mois d'hiver en Europe et leur revenu disponible en Europe, s'il est positif, sera synonyme de croissance pour la Gambie. Si c'est négatif, cela veut dire une contraction. Donc, lorsque le Covid a frappé, nous avons tous réalisé que la Gambie n'était pas isolée de ce qui se passe dans l'économie mondiale. Le Covid a fait des ravages, l'économie a vraiment manifesté son manque de résilience. L'économie gambienne n'est pas résiliente car elle n'est pas très diversifiée. Et cela a rendu la contraction si rapide que le chômage a augmenté. Et cela a également mis beaucoup d'entrepreneurs, soit en faillite, soit en détresse, en particulier les hôteliers, les restaurateurs et les personnes qui travaillaient dans le secteur de l'hôtellerie. Monsieur Ndiaye, quelle réalité attendent le futur gouvernement? Eh bien, le plus urgent, c'est le chômage des jeunes dans le pays. La Gambie est confrontée à une crise des jeunes. Qu'est-ce qu'une crise des jeunes ? Nous avons, vous savez, un grand nombre de jeunes qui sortent de l'école sans aucune possibilité ni opportunité d'emploi. La démographie des jeunes est très agitée. La plupart d'entre eux prennent le chemin de l'Europe à travers le désert ou la périlleuse mer Méditerranée.
Et cela devient un cauchemar. Et ce que nous disons, c'est que le gouvernement gambien doit trouver un accord global avec l'Union européenne. Et ce, afin de s'assurer que nous puissions endiguer la vague de jeunes essayant de quitter la Gambie. Et pour cela, nous devons créer des opportunités pour eux ici, en Gambie. Je pense que cela sera gagnant-gagnant pour l'Union européenne et la Gambie de trouver des moyens de s'assurer que les jeunes Gambiens restent ici et gagnent également une vie décente d'où ils viennent. Vous évoquez les jeunes qui quittent le pays. Et quelles ressources la Gambie a dans sa communauté de diaspora? Plus de 500 millions de dollars d'envois de fonds et de transferts de capitaux l'année dernière. Comment les décideurs politiques de Banjul peuvent-ils tirer parti de cette aubaine? Ce que nous voyons, c'est que les envois de fonds ont augmenté. Cela signifie que les Gambiens à l'extérieur envoient beaucoup d'argent. Mais ce que nous ne voulons pas, ce n'est tout simplement pas que les envois de fonds arrivent parce que ces gens envoient de l'argent pour aider les familles, construire des maisons. Nous voulons que le gouvernement, via la Banque centrale, propose un fonds d'investissement de la diaspora. Nous pouvons proposer une obligation et cette diaspora investira dans ces obligations et les retours seront dépensés dans des projets d'infrastructure, des hôpitaux, des routes, de meilleures écoles. C'est la seule façon d'accélérer le développement de notre pays. La diaspora est donc une composante très importante du mode de vie gambien, mais malheureusement, le gouvernement à ce jour ne peut pas en tirer le meilleur parti. Nous espérons donc qu'avec le prochain gouvernement à venir, nous leur prêterons attention et leur accorderons le respect qu'ils méritent. Nous sommes de retour dans Business Africa. Les pays de la zone monétaire de l'Afrique centrale sont fortement dépendants du pétrole et des importations. Depuis la chute des prix du baril, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, le Cameroun et la République centrafricaine, seule économie non pétrolière de la zone, sont confrontées à des pénuries de devises. Pour consolider ces réserves, la Banque de la région a imposé des restrictions sur les transferts de devises en 2019, ce qui a gravement nui aux opérations des entreprises. La banque a maintenant annoncé des directives encore plus strictes. En Afrique centrale, les entreprises minières et pétrolières devront dès janvier 2022 rapatrier toutes les devises issues de leurs transactions à l'étranger. Le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, l'a rappelé au cours d'une réunion à Douala avec les chefs d'entreprise. Le franc CFA ne fluctue pas, il est stable. Mais il faut bien protéger ça et protéger aussi le pouvoir d'achat des citoyens. L'union monétaire, c'est essentiellement fondé sur les clauses de rétrocession des devises issues de l'exportation des biens. Les industries des secteurs extractifs ont toujours bénéficié des mesures d'assouplissement. Cette mesure devrait permettre d'anticiper toute crise de devises dans la sous-région. En 2018, lorsqu'on était encore au début de l'élaboration de ces textes, les rétrocessions à la Banque centrale représentaient à peine 3 000 milliards. Aujourd'hui, sans le secteur extractif, nous avons plus de 8 000 milliards qui sont rétrocédés par les autres agents économiques. Interrogés, 2 sociétés camerounaises des mines et du pétrole n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le coût de la construction d'infrastructures en Afrique reste élevé, notamment parce que les machines et l'expertise nécessaires doivent venir d'ailleurs. Les projets doivent également être conformes aux objectifs climatiques du continent. Voici comment une société d'ingénierie marocaine envisage son rôle pour aider l'Afrique à construire des infrastructures durables. La pandémie de Covid-19 a à la fois exposé et aggravé le déficit d'infrastructures critiques en Afrique. Mais il y a aussi le changement climatique. Face aux événements météorologiques violents devant devenir plus fréquents dans les années à venir, les pays sont confrontés à une course contre la montre pour investir dans des infrastructures durables et viables. Une entreprise marocaine développe des solutions innovantes pour aider les pays à construire des infrastructures rentables et sensibles au climat. Le véritable défi aujourd'hui pour les pays africains est de créer des capacités humaines locales pour le développement durable.
En effet, GESA a été créé pour relever ce défi et nous offrons aujourd'hui des solutions de classe mondiale exécutées par une expertise reconnue, combinée à des capacités locales formées selon les meilleures normes internationales. GESA place la durabilité au cœur de tout ce que nous faisons, de la conception à la livraison. La Banque africaine de développement estime que les besoins de financement des infrastructures du continent atteindront 170 milliards de dollars par an d'ici 2025, avec un déficit estimé à environ 100 milliards de dollars par an. Selon les experts, les pays doivent attirer des financements privés pour compléter les ressources publiques. C'est ainsi que se termine cette édition de Business Africa. Je m'appelle Ronald Cato, suivez-moi sur Twitter. Retrouvez nos programmes sur Africa News et sur africanews.com. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa.